Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'Une tasse de tech. C'est la semaine des pissenlits. Si vous êtes comme 40% des Québécois et vous vivez en banlieue, vous l'avez sans doute remarqué, c'est le printemps qui s'exprime en mode turbo parce qu'il fait chaud. Alain McKenna ici avec Pascal Forget qui, je sais pas toi, mais moi j'ai parti la clim tantôt. C'est comme on dit à Noël, 'tis the season. Là, c'est un autre genre de saison, mais quand même. Vous êtes très douillet, M. McKenna. Moi, j'apprécie encore la chaleur. Ça fait tellement de bien après une semaine et quelques de fraîcheur. J'ai un tempérament boréal, je vais dire ça comme ça. Tu climatises à 15 puis tu chauffes à 25? Non, je garde ça à Sweet 21 toute l'année. Alain, on va parler de technologie aujourd'hui, puis on a plein de sujets vraiment assez géniaux. On va parler du forfait en continu plus de TELUS. TELUS, c'est un partenaire, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui est très flyé, qui se passe dans les bouquets maintenant, des bouquets de services de télé par Internet. On va parler des prix plan hub, on va parler de VPN bloqués, ceux qui voient le VPN comme une panacée incroyable à tout leur c'est un peu inquiétant quand même, désir. Oui, c'est inquiétant, mais en même temps, il y a des bonnes raisons pour le faire. On va en discuter de Microsoft Surface, d'Airbnb qui devient d'accessibilité de C2 Montréal, d'Intel, de TP-Link et de Motorola. C2 Montréal s'en vient. On a avec nous la directrice de la programmation qui va nous parler de comment ça se prépare un événement comme ça. C'est assez amusant. Oui, ça s'en vient, c'est dans les prochains jours. Ou si vous nous écoutez en balado, c'est probablement en ce moment même. Donc, si vous voulez effectivement aller voir ça, on a dans la description, on fait un spécial, on a une promo avec les gens de C2 où on offre un rabais assez substantiel de rabais. Sur le prix des billets. Oui, exactement. Ben oui, gros show. Ben, tu l'as dit, on va saluer nos partenaires parce qu'on le fait à chaque émission. TELUS qui ne cesse de nous commanditer. Plan Hub, la même chose. On les salue, on les remercie. C2 Montréal et MS Solutions. MS Solutions qui est avec nous pour une courte période. Parle-nous d'eux un peu, Pascal. MS Solutions, c'est une entreprise québécoise qui est spécialisée dans les technologies de l'information, qui ont plus de 35 ans d'expérience, qui offre des services en cybersécurité, des solutions de productivité et de formation sur Microsoft Teams. Ils sont certifiés ISO 27001, 27001. Allons-y plus simplement. Ça garantit des standards élevés de qualité et de sécurité. MS Solutions, avec un S, parce qu'ils ont plusieurs solutions.ca. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont une plateforme qui s'appelle Vigilance, qui permet de faire des tests d'hameçonnage auprès de ses employés. Et ça, c'est quelque chose qui est flyé, parce que l'éducation en cybersécurité, c'est fondamental. Et de temps en temps, d'envoyer des petits messages d'hameçonnage à ses employés, puis de voir qui répond, qui clique, pourquoi, et de leur rappeler. Évidemment, c'est des tests, donc c'est pas d'informations confidentielles qui vont être dévoilées, mais d'avoir une belle plateforme qui permet de voir le niveau de sécurité. Puis la plateforme Vigilance fournit aussi, grâce à l'intelligence artificielle, une analyse des risques de sécurité de son employé, de ses employés, de ses données, de ses connexions, ainsi de suite. La compagnie MS Solutions, avec un S.ca, indique que 50% des PME québécoises ont été victimes de cyberattaques au cours de la dernière année. Dans ces attaques-là, 68% des incidents étaient causés par l'hameçonnage. Ça a l'air de rien, tu reçois un truc, ça ressemble à une facture, tu cliques sur le lien, ça t'emmène sur un site malicieux, tu rentres tes informations, tu reçois des demandes d'informations de quelqu'un qui semble légitime, tu transmets ça. Grosse faille de sécurité avec la loi 25, là. C'est assez important de penser à ça. Jetez un coup d'œil, partenaire d'une tasse de tech, mssolutions.ca, MS Solutions. Oui, on a un lien dans la description vers une démo gratuite si ça vous intéresse en entreprise. MS Solutions va vous la fournir et c'est... il faut pas... En fait, c'est ça qui est dommage avec le numérique. Il ne faut pas laisser aller notre vigilance. D'ailleurs, c'est le nom de leur plateforme. Le nom de l'application. Parce qu'il faut garder nos gens alertes et des fois c'est ça, c'est qu'on est un petit peu distrait, on clique une fois de trop et c'est là que ça se corse. Donc suivez ça. Merci Pascal, on va entrer de ce pas dans nos espressos de tech. Je vais vous dire tout de suite en partant que je n'ai pas d'espresso sur mon bureau et je suis un peu fâché. J'ai manqué de grains ce matin, j'avais une pénurie de café à la maison. C'est pour ça que je te vois en sueur puis tremblant. Oui, tu me vois, exact, je suis en manque de stimulants, je sais pas comment dire ça, mais bref. C'est correct, c'est la fin de semaine qui approche, il n'y a pas de problème. Cela dit, parlant de relaxer, de se détendre
se divertissant, n'est-ce pas? Tu nous parles de TELUS, tu parles de son service. Ben, J'en ai parlé dans mon livre, d'ailleurs. Dans mon livre, je peux quasiment vous le montrer. Je l'ai ici. payez moins. Payez moins pour vos services de télé, films et musique. J'en parlais parce que c'est un beau bouquet ce qu'ils offrent pour payer moins cher avec ces services de streaming. Ben oui, je trouve ça intéressant parce que là, on double la mise. Avant, on avait des bouquets de chaînes télé. Puis quand les services numériques sont arrivés, on s'est dit, wouf, Netflix, c'est suffisant. Ensuite, Disney Plus arrive. Ensuite, les services de diffusion numérique en continu se sont multipliés. TELUS offre, puis ils ont fait une nouvelle là-dessus. J'ai trouvé intéressant qu'on mette de l'avant leur service en continu plus. Est-ce que c'est ça? En continu plus, qui fait des bouquets de services numériques. Donc, tu peux avoir Netflix plus Disney plus Radio-Canada, plus t'en as quelques-uns comme ça, des Canadiens, des Américains, et ça te coûte moins cher que de les acheter séparément. Dans la nouvelle, on indiquait que 80% des ménages au Canada sont abonnés à au moins un service de diffusion. Certains, c'est 2, 3, 4. Les enfants veulent Disney+, maman veut Netflix, papa veut Amazon Prime. Il y a 2,6 plateformes en moyenne par ménage. Donc, il y a 2 à 3. Si 80% des ménages ont au moins un service, la moyenne, c'est 2,6 par ménage. Fait que ça fait beaucoup de plateformes. Il y a peut-être des gens qui en ont 4, qui en ont 5. En allant chez TELUS, vous avez des bouquets de chaînes comme ça. Puis j'imagine que ça va devenir la norme. On va se retrouver avec le bon retour des bouquets de services numériques, trouver celui qui est le plus avantageux, puis voir quel fournisseur offre les meilleurs bouquets de chaînes numériques à meilleur prix, de meilleures chaînes en diffusion en continu. En plus d'offrir tout ça, TELUS offre Ici Tout TV Extra inclus dans son forfait à ses clients. Donc, pour les gens qui cherchent du contenu québécois, local, francophone, il y en Canadien, francophone, d'Amérique du Nord. Sans ta guitare, on va se faire une chanson. Non, c'est la citation, c'est d'Elvis Gratton. C'est ça, Vous êtes Canadien? Il y en a, on est Canadien, aussi, francophone, d'Amérique du Nord, français. Oui, effectivement, t'as raison, c'est Elvis Gratton. Elvis Gratton, voilà. Parlant de se flatter la bédaine de Québécois, nos amis de Plan Hub ont lancé cette semaine ont présenté les prix Plan Hub 2025. C'est le fun parce qu'il y a les deux lauréats, les deux entreprises récompensées, ce sont des entreprises, en fait, ce sont des enseignes québécoises, je devrais dire ça comme ça, Fizz et Oxio. Les prix Plan Hub 2025, là, rapidement, c'est qu'ils ont sondé 2900 personnes. Vous savez, Plan Hub, c'est ce comparateur de tarifs dans le sans-fil et dans l'Internet qui compare pour l'ensemble du Canada. De tech, c'est fantastique. Et aussi notre partenaire, tu as tout à fait raison. Mais ils ont sondé donc 2900 personnes à travers le pays entre le 1er janvier 2024 et le 31 janvier 2025. Et ce n'est pas une erreur, c'est vraiment pendant 13 mois. Un an plus. Et ce qu'on a déterminé, c'est le classement, en fait, qui aime qui, pour quelle raison. Et longue histoire courte, dans le mobile, Fizz a remporté la meilleure expérience d'accueil, en anglais c'est le onboarding, donc le meilleur accueil comme c'est un nouveau client. La facture la plus juste et la plus claire, parce qu'effectivement, il y a moyen de s'y perdre rapidement quand on reçoit surtout en papier maintenant, qui sont 8 pages pour une raison que j'ignore. C'est ça, puis il y a plein de rabais, de bonus, de soustraction, puis il y a 12 totaux, puis tu arrives à la fin, puis tu payes un autre chiffre que tu as calculé. Moi, ça vient mêlant vite. Et la meilleure expérience numérique, donc mobile et web. Donc, félicitations à Fizz, qui est aussi, je pense, à moins que ça ait changé, le fournisseur qui offre le service le plus abordable dans le sans-fil au Canada. Ce qui était sa particularité, Fizz, qui est l'enseigne bon marché de Vidéotron qui appartient à Québécois, là, pour ceux qui cherchent la chaîne. D'ailleurs, Vidéotron a rapporté le prix Plan Hub du meilleur service à la clientèle et le meilleur réseau. Donc en termes de fiabilité et tout le kit, c'est Public Mobile, dont je ne sais pas s'ils ont un service à Montréal ou au Québec. Je sais qu'ils sont... je te dirais... Il me semble que oui. Dans l'Ouest, j'ai vu mais il faudrait... Écoute, probablement, ça se pourrait très bien que ce soit une marque... Qui offre une couverture nationale. Honnêtement, je ne le sais pas. Du côté d'Internet, du service Internet pour la maison, bien sûr, c'est Oxio, la maison mère d'Oxio, c'est Cogeco. On est vraiment une tasse de tech au cœur de ce qui se passe dans les technologies canadiennes. On a des bons partenaires et on en est fiers. On connaît notre monde, effectivement. Voilà. Oxio, qui est un indépendant qui a été racheté par Cogeco, qui a lui aussi rapporté le prix du côté des services Internet pour la facturation la plus juste et la plus claire.
Meilleure expérience. Fizz qui offre aussi du service mondial, c'est ça. Meilleure Je fais expérience la liste, les numérique. amis, vous aurez Au compris que je niveau viens de me mêler parce d'Internet, au que niveau de l'accès Internet, on parle de la connexion Internet domestique, là. Fizz offre Voilà. aussi de l'Internet et ils ont aussi une petite mention de ce côté-là pour la meilleure expérience numérique. Donc, essentiellement, le site web de Fizz devrait être imité par tout le monde qui offre des services au Canada. Oui. Et dans l'Internet, il y a des fournisseurs qu'on connaît un peu moins, Oricom, Netcrawler, Bravo Télécom, qui ont aussi reçu des prix, mais Oxio pour sa solution sans casse-tête. C'est drôle parce que Oxio, j'ai fait brancher Internet dans ma résidence secondaire. Je vais dire ça comme ça pour que ça sonne prétentieux, mais c'est pas si gros que ça. C'est un campeur. Et effectivement, ça m'a pris, je pense, 8 clics. J'ai ensuite vissé le câble et pouf, j'avais Internet sans aucun effort. Évidemment, ils m'ont livré un modem, là, on s'entend, mais j'appréciais la simplicité de la chose et c'est... Ce qui est étonnant, c'est que c'est une particularité de quelques fournisseurs seulement, ils n'ont pas l'ensemble du marché qui est comme ça. Mais bref, bravo Oxio, bravo Fizz. Oui. Félicitations à Plug pour cette initiative qui, je l'espère, va aider les consommateurs à trouver des chaussures à leurs pieds. Oui, Plan Hub, là, encore une fois, c'est notre partenaire. On est un petit peu biaisé, mais si on les a choisis, c'est parce qu'on les aimait bien. Sérieusement, si vous avez des forfaits à choisir, c'est ça, vous savez, c'est une espèce de protégez-vous de choix de forfait. Ça vous permet de magasiner rapidement vos forfaits, magasiner vos cartes eSIM. Ils ont un partenaire qui s'appelle SimBud, voilà. Et puis, ça peut faire sauver beaucoup de sous. Ils ont des codes promo souvent aussi dans la description des fournisseurs. Donc, si vous allez sur le site de Plan Hub, vous trouvez un forfait. Des fois, ils ont des codes promo pour enlever des frais d'abonnement ou je ne sais pas quoi. Donc, allez vérifier ça, effectivement. En même temps, je pense que c'est une partie de leur revenu. Quand tu réfères des abonnés, souvent tu as une ristourne, tu as un petit montant qui te revient, puis la personne qui s'abonne, tout le monde y gagne. Là. Toi, tu gagnes, moi, je gagne. Eux, je pense que c'est une partie de leur revenu là-dessus, parce que le service est entièrement gratuit. Il n'y a même pas de modèle payant de Plan Hub. Tu sais, il pourrait avoir voici les résultats, mais si t'en veux plus, Plan Hub Plus vous propose. Non, même pas. Fait qu'ils sont pas pires, je trouve. Ils s'en tirent VPN. Parlant de VPN, on parlait pas pantoute de VPN, mais je trouve que ça bouge de ce côté-là. On en a parlé. Il y a Andy Yen, le directeur de ProtonVPN, qui affirme qu'il n'y aurait pas le choix de quitter la Suisse. ProtonVPN, c'est un autre service qu'on aime bien de VPN, qui mise sur la vie privée des utilisateurs. Ils n'enregistrent pas de registre. Fait que quand tu utilises ProtonVPN, tu te connectes sur des sites, ils peuvent pas regarder dans des registres qui s'est connecté à quoi, te retracer en tant que client puis dire t'es allé sur un site de crypto-monnaie, t'es allé sur un site de piratage de fichiers, ainsi de suite. Sauf que la Suisse travaille, et ça c'est étonnant de la Suisse, qui a pendant des années été le paradis. On n'aurait pas, il viendrait pas en tête de liste des pays auxquels on pense pour ça. Et c'est ça le secret bancaire qui a permis pendant des années à cacher de l'argent de sources néfastes, nefarious en anglais, de douteuses. Pas fine, c'est ça, pas gentil. Mais là, il travaille sur une loi. Puis encore une fois, il semble que le président est assez optimiste que la loi ne passera pas. Il y a des gens qui voulaient enlever l'aspect anonymité, de forcer les entreprises de VPN et les entreprises numériques à collaborer avec les autorités si on leur a fait la demande. La police pourrait dire, avec évidemment un ordre de juge et plein de règlements pour empêcher que ce soit fait pour des raisons futiles, puisse te demander l'identité de tes clients, il s'est connecté à quoi, à quelle heure, ainsi de suite. Le président Diane, c'est très, très drôle, très sympathique. En entrevue, il parle de la compétitivité de la Suisse qui serait compromise, parce qu'il disait qu'avec la montée de Trump aux États-Unis, évidemment, il y a un grand intérêt pour les VPN, pour justement se connecter à des sites qui sont peut-être surveillés aux États-Unis, où ils sont un petit peu plus lousses, je crois. Mais il disait que la règle, ça j'ai trouvé ça drôle aussi, il disait que le règlement qu'on tente de faire passer en Suisse serait pas légal aux États-Unis. Combien de temps il ne sera pas légal aux États-Unis, on ne le sait pas. Il dit la seule loi qui est similaire dans le monde à celle qui veulent passer en Suisse pour la connexion, ce serait la Russie. Ce qui n'est pas nécessairement une référence en termes de transparence et de ici. Et parlant de VPN, j'aime ça quand il y a des nouvelles comme ça qui se rejoignent. En France, on veut empêcher l'accès aux sites bloqués en utilisant des VPN, entre autres, bloquer l'écoute de matchs sportifs ou de streaming pirates. Parce que c'est vrai, on parle souvent des VPN comme une façon de protéger sa vie privée. Dans la vraie vie,
On s'en sert pour pirater du contenu sans conséquence. On s'en sert pour accéder à par exemple, regarder le Grand Prix de Formule 1, regarder le match de foot. J'ai trouvé ça très drôle. Le match de foot OM-PSG, c'est l'Olympique de Marseille et Paris Saint-Germain. Exactement. J'aime ça, parler d'affaires de foot avec toi. Tu sais tout de suite de quoi je parle. Moi, je n'étais pas sûr. 37% des utilisateurs qui regardaient le championnat l'auraient fait avec un VPN, illégalement, entre guillemets. 55% des spectateurs illégaux à certains matchs de foot de l'OM-PSG. Donc, 55% des spectateurs se connecteraient de façon contournée pour regarder les matchs sans payer, sans frais, ainsi de suite. C'est une zone grise, ça, effectivement, de la loi, en plus. Fait que la France, la loi voudrait bloquer l'accès, entre autres. Là, il y a Canal+, la Ligue de foot professionnelle, qui demande de bloquer l'accès à une dizaine de sites pirates. L'affaire qui est très drôle, c'est qu'on attend la réaction des compagnies de VPN qui vont peut-être faire on quitte le pays aussi, ou on n'offre plus nos services en France. Il va falloir obtenir ces VPN de façon contournée, ce qui augmente le risque. Puis évidemment, moi je pense que ça va être une course. On va bloquer un site, il va falloir en bloquer un autre, on va changer le nom, on va changer l'adresse, ça va devenir une course de fous. On n'empêchera pas les pirates de créer des sites. C'est du haut niveau légal, parce que tu vas au judiciaire, je devrais dire, au Canada, Bell et d'autres fournisseurs ont reçu l'autorisation de la Cour supérieure, je pense, ou de la Cour, en tout cas, du gouvernement canadien de bloquer des sites étrangers qui pirataient des signaux, mais c'est tout un casse-tête. C'est l'application de ça. La loi arrête aux frontières des juridictions des pays qui imposent ces lois-là. Donc souvent, ce que la France veut, ça ne veut pas dire que l'Angleterre le veut non plus. Et c'est ça. Puis moi, j'ai été surpris, parce que souvent avec les VPN, juste un dernier mot là-dessus, souvent j'étais à l'étranger, puis je testais des VPN en me disant « je vais faire ma connexion comme si j'étais dans d'autres pays ». Et souvent, ça fonctionnait pas. Ils me disaient « tu utilises un VPN, tu peux pas ». Puis là, je me dis, je pense que les entreprises de diffusion de médias sont de plus en plus conscientes qu'on utilise des sites. C'est le chat et la souris sans cesse dans ce créneau. Et c'est ça, et de bloquer, de mettre sur des blacklists les adresses qui semblent provenir, parce qu'à un moment donné, c'est beaucoup de connexions qui viennent d'une ou quelques adresses. Si les VPN bougent pas là-dessus, ben c'est facile à repérer. À suivre. Il y a une nouvelle, on en a parlé un petit peu, mais là, on a eu la confirmation dans les derniers jours du côté de Microsoft qui a présenté 2 nouveaux produits à sa conférence Build la semaine dernière, il y a une dizaine de jours presque. Et ça a été présenté officiellement, ces 2 appareils, Surface Pro et Surface Laptop. La particularité, ils sont un petit peu plus petits et ils sont un petit peu moins chers que leurs prédécesseurs. Je regardais les prix de base. L'affaire, c'est que Microsoft fait comme bien des constructeurs d'automobiles et d'autres fabricants d'appareils électroniques aussi. C'est qu'ils ont un modèle de base que tu ne veux pas acheter, qui a un prix vraiment intéressant. Et là, si tu veux acheter l'affaire bien équipée, ça coûte vraiment plus cher. Mais de base, la Surface Pro à écran de 12 pouces, donc la tablette 2 en 1, là, qui est une espèce d'hybride, débute à 1 200 $. Et la Surface Laptop avec écran de 13 pouces est à 1 350 $. Ce sont 2 appareils certifiés PC Copilot Plus. C'est une affaire inventée par Microsoft. C'est pas super difficile de le certifier. Mais ils sont surtout animés par des processeurs Snapdragon X Plus de Qualcomm, qui est un petit peu une nouveauté du côté de Microsoft. Là, on joue avec les architectures qui ne sont pas nécessairement celles des x86, celles d'Intel. On dit que dans le cas au moins du laptop, il est 1,5 fois plus puissant que son prédécesseur grâce à ces processeurs qui ont un NPU, donc un coprocesseur neuronal qui permet d'atteindre 45 TOPS, 45 000 milliards d'opérations par seconde, pour faire de l'IA générative. C'est surtout ça que ça veut dire. La Surface Pro a la même mécanique, plus ou moins, et surtout plus mince. Ça fait 1,5 livre. Elle doit être hyper légère. Je ne sais pas si tu auras l'occasion de les essayer, mais si c'est le cas, j'ai hâte de voir. Surtout la Surface Pro, parce qu'elle vient avec un nouveau clavier détachable. Et là, c'est une nouvelle mode. On l'a vu avec OnePlus, entre autres, c'est que le clavier peut aussi fonctionner, même s'il est détaché de la tablette. On peut jouer avec l'ergonomie. Ça, c'est un gros plus. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas pensé à ça avant. Mais ça permet de s'installer plus confortablement souvent. Et je mets un petit 2 là-dessus. Je pense que les prochains iPad Pro vont avoir cette fonction-là chez Apple. Certainement que c'est une bonne idée. Et vous savez comment on aime se copier dans ce marché-là. Donc, ça sent bien. Courte actu sur Copilot. Hey, Copilot! Oui, mais je pense que ça arrive. On va parler encore à toutes nos affaires de même. Bon. Je l'ai pas activé encore, mais après, hey Google, OK Google, Alexa, ainsi de suite, on va pouvoir dire Siri, Copilot pour activer Copilot dans son ordinateur. C'est testé par Microsoft, c'est déployé en ce moment pour les utilisateurs Insider. Il va falloir l'activer
Pour ceux qui s'inquiètent du fait que, avec raison, que leur ordinateur les écoute en permanence, l'écoute se fait localement. Non, mais tu Ouais. veux pas ça, hein? C'est pas L'ordinateur fini. t'écoute, Ouais. on veut pas ça. Ça écoute le mot et copilote localement. Donc, on n'a pas besoin d'Internet pour que ça fonctionne. Si la commande est activée, ça va te prendre, par exemple, Internet pour accéder à l'information de copilote. Le traitement se fait dans les nuages. Pourquoi c'est pas localement encore? J'imagine que ça va être hybride bientôt, mais je trouve ça amusant. J'ai activé le mode Insider de mon ordinateur. Des fois, je l'active, des fois, je le désactive. Quand j'ai des craintes, des bugs ou des nouvelles installations, je veux le mode. Mais installer ça, ça prend quelques minutes. J'espère qu'on va me proposer Ecopilote. Je vais pouvoir poser des questions là-dessus. Directement. Merci. Parlant de simplicité d'utilisation, on va parler un peu d'Apple. J'ai appris un truc qui n'a rien à voir avec les technos, c'est que le 3e mardi du mois de mai chaque année, c'est la journée mondiale de la sensibilisation à l'accessibilité. Ouf. C'est super important, les notions d'accessibilité. Je vais vous expliquer pourquoi après, mais il me semble qu'il y a des journées mondiales pour pas mal n'importe quoi. Celle-là me semble un peu faite sur mesure pour faire plaisir à des entreprises comme Apple et Microsoft aussi, qui a vanté, et Sony et plein d'autres, mais qui vantent aussi. Quand on essaie de produire une interface, un appareil qui est facile à utiliser pour des gens qui ont des handicaps, qui sont incapables d'accéder de façon régulière à certaines fonctions, on finit toujours par faire un produit qui est plus le fun pour le grand public, pour tout le monde. Oui, parce que c'est plus simple à simplifier. Une souris plus agréable à manier, avec des boutons plus gros, tout le monde en bénéficie, ne serait-ce que Donc, quelqu'un qui est un peu plus âgé, qui fait un peu d'arthrite, c'est même plus le fun. Moi, avec mes yeux, entre autres, et ce qui a été annoncé par Apple dans le contexte de cette journée mondiale-là sur l'accessibilité, ce sont des nouvelles fonctions, des petites affaires qui s'accumulent et qui finissent par faire quelque chose d'assez bien, mais un peu partout, sur toutes les plateformes d'Apple, on ajoute donc des fonctions d'accessibilité au fil des prochaines semaines. Entre autres, on a ajouté la loupe, le magnifier, la loupe qu'on voit sur l'iPhone au Mac. Et la démo qu'il montrait, c'est qu'on peut maintenant regarder tout simplement, par exemple, si vous êtes dans le fond d'une salle de cours et vous regardez au tableau et le prof écran super petit, vous pouvez utiliser la loupe pour grossir l'image et reconnaître le visuel. Et là, il va vous le livrer dans un texte qui va être plus facile à lire parce qu'on ajuste le contraste, tout ça, selon vos besoins dans le fond de vision. Ça, j'ai trouvé ça le fun. Il y a aussi cette fonction qui permet de synthétiser la voix d'une personne pour parler à sa place si on a des problèmes de voix. On a amélioré la reconnaissance et la reproduction de cette voix-là pour rendre ça plus naturel et c'est une belle amélioration. On a intégré, je ne sais pas comment ça fonctionne ça, mais le braille est intégré notamment à l'iPhone. Et je serais curieux de voir, là c'est vraiment mon ignorance là-dessus, mais du braille c'est une surface. Il faut que ce soit texturé. Contact physique. Je serais curieux de savoir comment ça fonctionne sur une surface lisse comme l'écran d'un appareil comme interface. Si quelqu'un peut nous donner l'information là-dessus, quelqu'un qui écoute le podcast, comment ça fonctionne? J'ai ouvert à se le faire expliquer parce que je ne l'ai pas essayé, puis ça m'intrigue. Et on ajoute des outils, et ça c'est assez pointu quand même, mais des outils d'aide à la vision dans le Vision Pro, qui est un super casque avec plein de super technologies extrêmement sophistiquées, mais qui effectivement est un peu beaucoup niché, vous l'aurez compris. Mais on ajoute, parce qu'on peut utiliser des caméras frontales pour reproduire devant le champ de vision de l'utilisateur une meilleure image. On peut approfondir la vision dans le Vision Pro. Je trouve ça intéressant. C'est des belles petites fonctions. Évidemment, ça révolutionne pas tout, mais je trouve que c'est important de faire attention à ces choses-là. Et s'il y a une journée mondiale pour le souligner, tant mieux. Tant mieux. Une petite dernière en terminant? Oui. Airbnb Services, Airbnb qui est l'application pour réserver des appartements, souvent illégalement à Montréal en tout cas. On offre maintenant avec Airbnb Services des services de photos d'entraîneurs, de chefs, mais aussi des expériences qui vont être mises de l'avant. Faites une journée merveilleuse avec telle célébrité, ainsi de suite. Moi, je trouve que c'est tout simplement Airbnb, qui est une plateforme bien connue, bien établie, qui s'amazonifie. Au début, Amazon, c'était que des livres qu'on vendait. Puis là, on s'est mis à vendre tout, puis on voit que ça marche quand même plutôt bien. Ou encore ce Uberify, parce qu'Uber, c'était juste des véhicules, mais maintenant, Uber Eats, Uber qui permet de te faire livrer toutes sortes de trucs. Encore une fois, toutes les villes qui limitent les locations temporaires, avec raison, je trouve. Sur le plateau Mont-Royal, c'est pas le fun, les locations. Il y a de l'abus à bien des endroits. Il y a beaucoup d'abus, malheureusement, puis des profiteurs avec ça aussi. Ça dépasse l'objectif au début d'avoir tes locations de ta maison quand tu es absent pour aider les gens, et ainsi de suite. Dans Fast Company, on indique que les États-Unis dépensent environ 2800 $ américains pour leurs vacances, mais un budget de mariage tournerait autour de 33 000 $.
pour un mariage. Fait que là, avec Airbnb Services, tu peux d'un clic réserver ta maison, réserver ton party, ton traiteur, ton buffet, ton entraîneur pour la veille, ton maquilleur, ainsi de suite. Ça peut être beaucoup, beaucoup de profit, parce que Airbnb se prend une petite ristourne là-dessus, une petite cote. Ben oui, forcément. Donc, c'est espérons assez qu'il y ait des amusant économies pour l'utilisateur et l'utilisatrice également. J'espère aussi. J'ai peur que ça fasse comme Groupon. Tu sais, les offres de Groupon, ça implose, oui, effectivement. Il y a des gens comme ça, puis là, tu avais des déjeuners 2 pour 1, des affaires de fun, puis à un moment donné, quand ils arrêtaient de faire des Groupon, tout crashait, les commerces fermés, ainsi de suite, c'était pas drôle. Hey! Airbnb Services. Oui, monsieur. Suivre. Bientôt dans votre application Airbnb. Merci Pascal. Ça ferme, ça complète nos espressos, qu'il y en avait quand même pas mal cette semaine. On va prendre une courte pause, on va revenir parce qu'il faut qu'on l'accueille et lui dire bonjour d'abord à Amélie Richard, qui est directrice de programmation pour C2 Montréal. Ça mange quoi en hiver? Ben, c'est même pas l'hiver, c'est l'été, ça, c'est le printemps. En fait, c'est quand il fait beau et chaud, c'est de Montréal à Montréal. Mais c'est vraiment extrêmement intéressant parce qu'il y a des invités cette année particuliers. Ça va être intéressant. On en parle avec elle. Restez avec nous tout de suite après ceci à Une Tasse de Tech. De retour à Une Tasse de Tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à Une Tasse de Tech, la balado techno du groupe Cogeco, je vais le dire comme ça. Si vous nous écoutez en ce moment, vous êtes forts parce qu'on n'a même pas encore commencé à diffuser, mais si vous nous écoutez en fin de semaine, vous savez qu'il s'en vient dans les prochains jours la conférence C2 Montréal, c'est du 20 au 22 mai. Ce sont 3 journées de conférence auxquelles on peut assister au complet ou en partie. Ça, c'est quand même assez le fun. Je l'ai dit tantôt, je vous le répète, on a un lien dans la description de la balado. On vous offre un somptueux rabais substantiel sur le prix des billets. Donc, allez cliquer là-dessus si ça vous tente. Et si vous n'êtes pas sûr, ben restez avec nous parce qu'on en parle en ce moment d'une façon différente parce qu'on va vraiment faire une visite virtuelle de ce à quoi devrait ressembler C2 Montréal avec la directrice de sa programmation, Amélie Richard. Bonjour, Amélie. Bonjour Alain. Bonjour. Merci d'être avec nous, c'est vraiment extrêmement gentil, surtout que c'est une conférence qui, ça fait quelques semaines qu'on en parle, et à chaque fois je retourne sur le site et la programmation, vraiment cette année, a quelque chose d'assez intéressant. Je sais que Pascal a pas mal plus de questions que moi. Moi, ça m'intrigue l'événementiel, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez important. C'est un gros événement, il y a beaucoup d'invités de partout dans le monde. Comment on choisit le mix des invités pour C2 Montréal? Avez-vous des critères? As-tu des demandes spéciales? Est-ce que tu proposes, on dispose? Comment ça marche, Amélie, le choix des invités à C2 Montréal? Ben Pascal, d'abord, on travaille sur une thématique. Donc, quand on a travaillé sur ce qu'on souhaitait aborder comme sujet, ben on l'a mis sous un parapluie du mouvement. Cette année, on voulait vraiment avoir des invités qui sont en mouvement, qui ont posé des gestes concrets, qui sont innovants. Donc, à partir de là, ça nous donne des indices. Ensuite, chacune des journées cette année ont une thématique propre. On a une journée qui est dédiée à l'expérientiel, une journée qui est dédiée à tout ce qui est innovation durable, et puis la troisième journée, c'est sur les plateformes et puis les technologies transformatives. Donc, déjà, ça nous donne quand même un cadre pour pouvoir choisir des gens qui sont porteurs des messages qu'on veut aborder. Et puis, en fait, c'est plutôt notre société, nos amis, nos collègues de travail qui nous donnent des pistes pour trouver les meilleures personnes qui seront sur scène cette année, là. Fait que tu as une grande case vide pour les 3 jours. Tu as un paquet de cases, j'imagine, par heure, par demi-heure, par type de salle. Puis là, tu dois remplir les trous. Tu demandes à tu fais un appel à tous, puis là, tu commences à bloquer les cases. Combien il faut se prendre de temps à l'avance pour booker ces invités-là? Tu as toutes ces cases-là à remplir. Là, je te vois le faire. Oh boy, est-ce que tu as dormi dernièrement? Tu as de l'air toute pimpante. C'est ça, mais ça approche, là, c'est le 20. Fait que là, tu te dis, ça fait combien de temps que tu travailles pour ce C2 Montréal-là? Ben normalement, on commence dès la fin du C2 précédent pour voir ce qui a bien fonctionné. On est déjà en train de se poser des questions sur ce qui s'en vient, mais évidemment, il faut se laisser de la place parce que dans les dernières semaines, dans les derniers mois, il y a énormément de choses qui changent. Donc, on doit rester, même si c'est un événement annuel, rester très près de l'actualité puis avoir des contenus qui vont refléter ce qui s'est passé dans les 2-3 derniers mois, là, particulièrement en ce moment. Là, je dirais que ça bouge beaucoup du point de vue économique, politique. Donc, il faut... Si j'avais tout booké au mois de septembre passé, ça serait
peut-être pas tout à fait alignée avec le contexte de ma programmation. Mais tu commences déjà, j'imagine, des invités qui viennent de l'étranger, tu commences déjà en septembre à bloquer des cases avec des invités plus prestigieux. C'est quoi les invités que tu as le plus travaillé plus? Oui, je ne sais pas si tu peux nommer, tu n'es pas obligé de nommer des noms, on veut des potins un peu, mais est-ce qu'il y a des invités que ça t'a pris plus de temps, des disponibilités, des gens qui sont difficiles à obtenir, que ça t'a pris 1 an, 2 ans, puis peut-être des invités que ça fait 3 ans, puis là, enfin, tu l'as à C2 Montréal. Est-ce que tu as des histoires, des anecdotes, il doit en avoir comme ça? Ben, cette année, franchement, j'ai été plutôt chanceuse. Les astres étaient alignés, mais quand même, avoir Thomas Joly, Thierry Reboul qui sont sur la route, tu sais, c'est pour nous, en tout cas, c'est un cadeau. Ben oui. Et la majorité des gens qui viennent, qu'ils soient de l'extérieur ou d'ici, c'est compliqué, une date précise, une heure précise, d'avoir les gens qu'on désire. Tu sais, avoir aussi des thématiques par jour fait en sorte que c'est encore plus contraignant. Mais parce qu'ils peuvent venir le 20, mais t'aimerais avoir le 22, puis ils pourraient le 20, mais tu veux les 22, ainsi de suite. Exactement. Comment tu as eu le flash d'inviter l'organisateur, le directeur artistique des Jeux olympiques, et puis les 2 personnes, comment tu as écouté les Jeux olympiques, tu as appelé le lendemain? Ben, en fait, chacune des invitations que j'ai lancées est en lien avec cette thématique-là du mouvement. Oui. Puis, franchement, les Jeux olympiques, cette cérémonie-là, autant du point de vue culturel, artistique, politique, physique, était tellement liée à la thématique. Je voulais avoir quelque chose de fort qui allait réellement donner le coup d'envoi pour pour les 3 jours. Puis je trouvais que... Moi, j'ai pleuré là, quand j'ai regardé la cérémonie d'ouverture. Est-ce que tu les avais? C'est la première fois que je pleure. T'avais jamais pleuré avant. À une classe de tech, on apprend qu'Amélie Richard n'a jamais pleuré. Ça va être le titre. Ça va être l'accroche du podcast en techno. Mais Amélie, est-ce que tu les avais bookés avant ou c'est en voyant la performance que tu as eu l'idée de les appeler? Moi, c'est ce genre de réflexion. C'est par la suite. C'est par la suite. Non, c'est par la suite. Puis je vais dire aussi que chacune des personnes qui sont invitées, j'ai toujours un appel de contenu avec les gens, ce qui fait que à la question, est-ce qu'il y a des gens plus difficiles que d'autres? Les plus difficiles que d'autres, ils viennent pas à ces 2. C'est ça. Oh non, mais je dis difficile, pas nécessairement en tant que personnel, mais des fois, les gens ont des horaires chargés. Si tu veux un réalisateur, par exemple, il est en train de tourner un film, il peut pas. S'il est à l'étranger, l'autre bout du monde, il peut pas. S'il y a des engagements précédents. C'est pour ça que je disais difficile, pas nécessairement difficile au niveau des personnes. Il y en a peut-être qui étaient désagréables, tu veux pas le dire, mais il y en a probablement qui sont plus au niveau de la logistique à obtenir. Puis c'est là que c'est le fun de dire que tu demandes aux gens qui ont fait l'organisation des Jeux olympiques, du spectacle d'ouverture, puis bam, ils sont disponibles à Montréal le 20, du 20 au 22. C'est assez cool quand même. Qu'est-ce que je vais poser une question vas-y. Transversale. Je vais y aller avec un terme d'entreprise très sérieux. Et on va pas changer de paradigme ici, mais on va adresser la problématique. Tu vois, je m'en vais avec ma question. En fait, je m'en vais pas du tout de là. Je me demandais, et sans aucune auto-flagornerie, parce que c'est facile de tomber là-dedans quand on parle de Montréal entre gens du Québec, mais tu parles à des gens de partout à l'international et tu les invites à Montréal. Est-ce que c'est une ville qui a ce pouvoir d'attraction-là, d'attirer les gens facilement? Comment tu perçois ça, la perception, dans le fond, inverse de ce que les gens ont à l'extérieur de la ville? Tout à fait. Je pense qu'on est reconnu pour être une ville accueillante. Montréal est en mai particulièrement. Peut-être que en janvier, ce serait plus compliqué. Mais sinon, franchement, C2 a un pouvoir d'attraction aussi. C'est la 14e édition. Les gens sont habitués. Ils voient aussi le potentiel. Nos entrepreneurs sont accueillants. Puis les gens qui sont sur scène attirent d'autres gens qui veulent être sur scène aussi. On a 140 conférenciers cette année et puis c'est des gens qui sont innovants, qui sont créatifs, qui vont de l'avant. On veut être dans ce groupe-là. Donc, je pense que la ville est super attirante par elle-même, mais l'événement aussi, puis notre écosystème de gens d'affaires est tout aussi attirant pour la communauté internationale.
Qu'est-ce que ça représente comme coordination, organiser ces deux Montréal? Puis je vais poser la question, je vais la twister. Je te vois, as-tu 2 heures pour que je t'en parle? Mais c'est beaucoup de logistique, billets d'avion, transport, hôtel, réservation de salle, aménagement. Je vais poser une twist technologique là-dessus. Est-ce que c'est un gros tableau Excel que tu as, un gros calepin papier? Est-ce que tu utilises un logiciel de gestion de projet? Ça, c'est la twist techno à la question. Mais au niveau de la logistique, c'est quand même beaucoup de choses, beaucoup de budget, beaucoup de ressources. Comment tu coordonnes ça? Oui. Oui, c'est énorme, là. Donc, oui, autant sur des plateformes que sur des fichiers. Le papier, franchement, moins, là, je dirais. Non, mais il y a des gens qui sont old school. Tu as peut-être un mur de ta maison qui est consacré à tout ça. Tout se fait. Non, c'est tout informatisé, mais en fait, oui, les plateformes de réservation de billets d'avion, autant pour l'hôtellerie, mais sinon, évidemment, là, les horaires de chacun des conférenciers, puis là, on parle de transport et puis d'hôtellerie, là, mais il y a maquilleur, coiffeur, tout ce qui c'est énorme, là. C'est réellement des horaires qui sont compliqués. Et chacun des participants, chacun des conférenciers a certaines petites demandes, certains petits des contraintes avec lesquelles on doit s'ajuster. Donc c'est en tout cas, je travaille avec des gens qui sont réellement dédiés et très avec un souci du détail exceptionnel pour que ça fonctionne. Franchement là, il faut ça. On est alerte, on boit beaucoup d'eau. Parce que je me rappelle avoir vu une haute dirigeante de BMW est venue à Montréal il y a quelques années pour parler de design et je sais plus trop, plein d'affaires qui ont très lien avec l'automobile dans le monde de l'automobile. Et comme c'est un secteur que je trouve, j'avais aussi accès à son équipe, donc les gens de BMW qui étaient là. Et eux, ils en profitaient pour faire un événement par-dessus ces deux. Et je me dis, la logistique pour vous, mettons, ces 140 personnes-là qui, dans le lot, il y en a quand même quelques-unes qui doivent en profiter pour faire plus que juste être à C2. Ça doit être un sacré casse-tête. Mais on veut ça aussi. Puis, en fait, C2, c'est une plateforme qu'on souhaite partager. On veut que les gens l'utilisent, justement. On en profite. Nous, on est là. Donc, on a le Grand Quai. C'est un espace magnifique. Il y a des espaces pour des cocktails, des gens qui vont faire des tables rondes pour pouvoir discuter d'un sujet beaucoup plus précis que ce qui est discuté sur le stage principal. Donc, l'idée, c'est réellement de partager cet événement-là avec tout le monde de l'industrie. Puis une autre chose aussi, c'est que quand on fait venir des gens de l'étranger, un fly-in, fly-out, un vol pour quelques minutes, l'idée, c'est que au niveau du coût environnemental lié à ça, c'est pas top. Ce qui fait qu'on invite quand même les gens à dire « Restez, voici des restaurants qui sont pertinents, voici des expos que vous devriez aller voir. » On crée pour eux une petite vacance, là, idéalement, puis une opportunité pour eux de découvrir la ville plus que juste découvrir leur propre conférence, puis partir après. Là, pour nous, c'est super important là, de partager ces retombées-là. Wow! Et ça te va avec ma question suivante. Je me demande, est-ce que les invités commencent déjà à arriver? Est-ce qu'il y a déjà des invités qui sont arrivés à Montréal? On se parle en ce moment, on est le 16, pour ceux qui nous écoutent en différé un peu plus tard, mais le vendredi 16, la conférence commence le 20. Est-ce que les gens commencent déjà à arriver? Oui. Fait que toi, ton boulot est déjà commencé. Tu dormiras pas jusqu'au 20, là. Non, je vais dormir. Là, je suis une bonne dormeuse. Mais en fait, il y a quand même... C'est quand même. Oui, franchement. Je suis hydratée. Mais l'idée, c'est que, oui, les gens arrivent un peu à l'avance, particulièrement s'il y a du décalage horaire. Là, on souhaite que les gens arrivent pas juste un petit peu avant leur conférence s'ils viennent d'Europe. On veut des gens en forme. Mais oui, en fait, ça commence déjà. Là. Oh, bon sang. On peut donc les croiser dans la rue, si on est chanceux. Ça se termine le 22 mai. Après ça, tu fais pas plus un gros dodo que d'habitude, mais après ça, tu fais fou! C'est l'édition 2026 ensuite, non? C'est ça. Tu prépares celui de 2026, voilà.
Avez-vous déjà il est des presque potins sur fini. 2026? As-tu déjà, Amélie, un thème pour 2026 ou c'est encore secret ou c'est encore pas dévoilé? Non, on prend le pouls suite à un événement. On voit ce qui a bien fonctionné, on voit ce ce qui resterait à améliorer. Donc, c'est suite à ces commentaires-là, puis suite aux data qu'on a, qu'on peut s'ajuster l'année suivante. Là. Donc, je prétendrai pas être en mesure de tout de suite pouvoir On, vous donner des on scoops. voulait un scoop, c'est ça, on voulait un scoop. Nous, c'était juste pour ça. Ben, on pourrait terminer, Amélie, avec une question en 2 temps. Est-ce que tu es autorisé à avoir des coups de cœur et est-ce que tu en as pour l'édition actuelle? Mhm. Ah, j'en ai plein. Ah, Sincèrement, là, j'ai réellement des gens qui m'ont... ben, c'est comme tomber en amour, là, quand on invite des c'est le printemps en plus, ça conférenciers. tombe bien. Ben, c'est ça. On parle avec des gens, puis tout d'un coup, on sent que c'est la bonne personne pour parler d'un sujet. Matt Klein, qui est le Head of Foresight de Reddit, et là, c'est quelqu'un qui est super connecté sur les tendances, sur le marché. Il comprend bien. Moi, j'aime beaucoup les thématiques futuristes, là, puis cette notion-là d'analyser le data pour voir les nouvelles tendances qui émergent. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est sûr que Sacha Luciani, on l'adore. Dans les dernières années, on a Oui. parlé beaucoup d'AI. Théoriquement, le AI, on en parle cette année comme on a tendance à vouloir vraiment des actions concrètes. On est dans les effets, dans l'utilisation. C'est Sacha, c'est quelqu'un qui est très humaine et puis que les effets elle parle de façon très concrète, elle vulgarise. Ça va être un super beau moment. Il y a les plateformes TikTok qui viennent aussi parler de comment l'utiliser, comment est-ce qu'on a du succès sur TikTok, Canva avec la créativité. On a des gens de Pinterest qui viennent expliquer comment est-ce que les engins de recherche, en fait, changent à travers les générations. On n'utilise pas du tout les applications puis les plateformes de la même façon quand on a 16 ans, quand on a 49. Ces choses-là sont super pertinentes. C'est vraiment ancré dans le contexte actuel. Donc, au niveau technologique, je pense que ça va être assez le fun. Oui, au niveau techno, ça Ouais. venait me chercher aussi les listes. Sacha, écoute, il va falloir l'inviter ici. Hugging Face, qui est l'entreprise pour laquelle elle travaille. Ils font ils font de la magie avec l'intelligence artificielle. Ouais. Et vous le savez, en technologie, ce qu'on dit quand c'est de la magie, c'est parce que vous comprenez pas la technologie. Et eux, ce qu'ils font, c'est nous l'expliquer. Donc, c'est non seulement de la magie, mais en plus, après, ils nous la décortiquent. Donc, j'apprécie ce qu'ils font. Ça fait que ça va être un gros programme. On va te laisser prendre une petite pause, Amélie, parce que clairement, ça va être assez T'es en chargé plein dans les dedans. prochains Là. jours. Bon courage, bon dernier mille. Ah, vous êtes fin, merci. Ben non, Merci d'avoir été avec nous, c'est très moi, je vais être là intéressant. le 20. J'ai bien hâte. Ceux qui vont être au ACE Montréal le 20, je vais être là. Bien hâte. On va peut-être se croiser en personne. Très, très hâte. Ceux qui sont là, je vais vous serrer la main si vous me dites bonjour. Si je suis en train de parler avec Alain, peut-être moins, mais je vais le faire quand même. Ça me fait plaisir. T'sais, en plein podcast, tu te fais interrompre. Moi, ça me ferait rire. C'est un événement. Il faut socialiser. Tranquille. Exact. C'est important. Oui. Amélie Richard, directrice de programmation pour CELU Montréal. Merci d'avoir été avec nous. C'était vraiment extrêmement intéressant. Merci Alain, merci Pascal. Nous, on prend une très courte petite pause de rien du tout et on vous revient avec nos essais gadgets de la semaine. Restez avec nous à Une Tasse de Tech. De retour à Une Tasse de Tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Re-bienvenue à Une Tasse de Tech. On sort les gros canons pour finir l'émission sur une note explosive. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette thématique en tête. Moi, j'ai des appareils qui se plient, qui se déplient. Je vais en parler après toi, Pascal, parce que tu as aussi des trucs assez le fun, mais moi, le retour du bois, là, ça t'allume, hein? sur ça. Le bois, ça me rappelle le Moto X d'il y a je ne sais pas combien d'années, 2013, 2014, je ne sais pas quoi, qui était donc beau. Et moi, j'ai peur bambou parce véritable. Bambou véritable. Moi, j'ai une réaction épidermique quand je lèche des bâtons de popsicle. Et la surface du bois, juste d'y penser, les poils me dressent sur la peau. Fait que je suis très curieux de voir. Ton téléphone ne devrait pas traverser ton Non, esprit, je devrais pas penser à ça, mais si j'y pense, je risque d'avoir des poils qui me dressent sur la peau. Écoute, je vais parler de 2 trucs qui sont pas super visuels, j'en suis désolé, sauf peut-être le routeur. Le routeur est plus visuel, mais je vais parler de la carte graphique Arc B580 de Intel. Ça s'appelait la Battle Mage. C'est une carte qui coûte moins de 500
500 $ une carte graphique pour ces ordinateurs, ceux qui ont encore une tour, qui veulent du gaming, qui veulent mettre à jour leur système peut-être, leur donner un petit peu plus de oomph. Elle a été lancée l'an dernier, mais j'ai eu l'occasion de mettre la main dessus il y a quelques semaines. Elle est maintenant plus disponible. On sait qu'il y a beaucoup de pénuries, entre autres sur les cartes NVIDIA puis AMD. Il y a beaucoup de surenchères, puis ça se vend à un prix de fou. La carte d'Intel est une carte qui se veut moyen de gamme, donc ceux qui veulent la performance extrême vont pas capoter là-dessus. Puis je vous le dis, je suis pas un gamer extrême. J'ai pas passé des heures à l'utiliser avec toutes sortes de configurations. J'ai regardé beaucoup de critiques, puis évidemment, une carte graphique la performance va varier en fonction du jeu, en fonction de la technologie, des mises à jour qui sont faites. La carte, ce que je comprends de ça ici, moi je suis très très content, super le fun, t'as des beaux ports à l'arrière, c'est compatible avec la technologie d'Intel là, de transfert avec USB-C, fait que tu peux brancher un moniteur directement dedans pour l'alimentation. Thunderbolt, merci. Ah oui, OK. Je cherche mes mots. Thunderbolt le plus récent. Des fois, j'ai des absences comme ça. Ça m'arrive. C'est un non courant. Fait que, ouais, je pense que ceux qui nous regardent... Oui, mais ceux qui nous regardent en vidéo, tu as dû voir le désespoir dans mes yeux. Aide-moi, Alain, Thunderbolt, voilà. Mais là, t'es un petit peu plus rouge que tantôt, donc j'imagine que tu cherchais fort. Ouais. Ben oui, puis il commence à faire chaud, remarque. Il commence à faire chaud chez moi, t'as raison. J'aurais dû mettre ma climatisation. Fait que la carte a été pensée, je crois, ce que je comprends, pour les systèmes plus récents. Si vous avez un système qui date de 4-5 ans, vous risquez d'avoir des petites incompatibilités. Mais si vous avez un système récent, vous dites, hey, ma carte graphique est le fun, mais j'aimerais ça avoir une petite coche de plus. Vous avez un appareil, une tour avec une carte de base. Elle est compatible évidemment avec le ray tracing. Ça, c'est quelque chose qui va ajouter des petits reflets très, très cool. J'ai joué à Flight Simulator 2024. Ah, que c'est beau, hein? Ah, que c'est beau. C'est incroyable. Tu as une option, je vais faire une parenthèse sur... je joue pas longtemps, mais tu as un parcours de pilote. Tu peux apprendre à piloter avec Flight Simulator 2024. Tu as vraiment un moniteur qui t'indique quoi faire, les étapes, les boutons, puis c'est tellement bien fait. C'est une carte graphique qui est compatible avec un truc. Ça, c'est quelque chose qui va, encore une fois, je suis pas un gamer assidu, mais qui est compatible avec un système qui s'appelle XeSS2 et XeSS SR. C'est un système qui utilise l'intelligence artificielle pour augmenter le nombre de frame rate, le nombre d'images par seconde qui sont faites grâce à l'intelligence artificielle. On prend une image de plus basse résolution et grâce à l'intelligence artificielle, on gonfle ça pour que ce soit beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide et sans difficulté. C'est quelque chose qui est similaire aux technologies d'optimisation de AMD, qui s'appelle FSR, qui est maintenant rendu à la 4e génération, je ne me trompe pas, et NVIDIA, le DLSS 4. Mais évidemment, Intel a sa twist là-dessus. On a appris la semaine dernière qu'il y a plus de 200 jeux qui sont maintenant compatibles avec cette technologie d'optimisation-là, XeSS2 et XeSS-SR. Fait que vérifiez ça. Si vous êtes un gamer, vous pouvez avoir des performances, même si c'est une carte de moyen de gamme, vous pourrez avoir une performance surprenante avec une carte qui est pas très chère. Je trouve que avec toutes les cartes qui coûtent plusieurs centaines, 700, 800, 900 $, jetez un coup d'œil là-dessus, la ARC B580 d'Intel, l'ex Battle Mage, je l'ai vu à plusieurs prix différents, pas mal fun, 12 gigaoctets de VRAM, si jamais ça vous intéresse comme côté technique. Si vous l'essayez, vous ne direz pas arc, c'est ça que tu es en train de nous dire. Non, exactement, vous risquez de dire belle performance. Mais je me suis embarqué, je voulais l'essayer parce que j'ai une super tour. Intel m'a fourni la carte mère de dernière génération, m'a fourni le processeur de dernière génération qui a en soi d'excellentes performances graphiques. Hein. Je me rends compte que pour mon usage quotidien, j'ai même pas besoin d'avoir de carte graphique, mais pour jouer à Flight Simulator... Souvent, parce que c'est le processeur graphique intégré quand tu achètes un ordinateur, j'avais un a priori négatif avec la gamme de cartes graphiques ARC, mais effectivement, il y a des versions qui sont plus performantes, donc c'est bien de les souligner quand même. Là. C'est ça, parce que là, tu as ton processeur graphique de ton processeur, fait que tu peux mettre, ça c'est fantastique, tu peux dans tes préférences de ton ordinateur décider quelle application utilise quelle carte graphique. Fait qu'à quelque part, tu peux utiliser, par exemple, ton processeur pour enregistrer ta vidéo de ta capture d'écran de ton jeu et tu peux utiliser ta carte graphique pour le jeu.
Et il y a même des options qui permettent de combiner les performances des deux en même temps. Puis là, tu as comme une bête assez importante parce qu'avec la dernière puce d'Intel, Core i9, non, c'est plus Core i9. Écoute, le nom est compliqué. Core Ultra. Core Ultra maintenant. Core Ultra 7, Écoute, j'ai la 9, vas-tu croire, Alain? Je suis gâté. Fait que la Core 9 Ultra a des performances graphiques déjà extraordinaires. Avec la Battle Mage en plus, ben là, ton système roule tout doucement quand tu utilises tes tâches. 3 écrans sans problème. Vraiment, vraiment très, très chouette. Fait que j'en ai parlé. Je suis très, très content. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore une fois. Non, mais c'est des choses qu'il faut que j'essaie. Mais comme je suis pas un gamer, puis je vois dans les gens qui font des critiques de cartes graphiques, qui ont tout un laboratoire, ils ont 12 ordinateurs, 12 configurations AMD, Intel et compagnie. Puis là, ils essaient avec des vieux systèmes, des nouveaux systèmes. Je n'ai pas, malheureusement, ni la place ni l'espace, ni les ressources pour avoir tout ça à portée de la main, ni le temps, parce que ce serait évidemment très, très long de faire ces tests-là. Et je vous en parle parce que je trouve que c'est vraiment une belle valeur. J'ai vu beaucoup de critiques qui disent que c'est une excellente valeur si vous voulez mettre un peu à jour votre système pour des meilleures performances du ray tracing et compagnie. L'autre chose dont je veux parler, puis encore une fois, je suis dans le côté technique, mais ça, c'est plus visuel, par exemple. Fais le bruit de la guerre des étoiles. Pam, 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 pam. C'est un routeur qui s'appelle le Archer GE800 qui ressemble à un vaisseau de Star Wars, ceux qui nous regardent sur YouTube. Moi, je pense aussi à Battlestar Galactica. Il me semble que les vaisseaux, ceux qui étant plus Battlestar Galactica... Je me souviens pas, évidemment, le TIE Fighter est évident, là, mais le TIE Fighter est assez évident. Et c'est un routeur... Oui, aussi, peut-être. Qui est conçu pour le gaming. Et là, s'il clignote rouge, c'est pas parce que j'ai pas configuré, je l'ai configuré, c'est juste que je l'ai pas branché à Internet. Normalement, on a l'Internet qui est branché derrière, ça clignote pour dire qu'il n'y a pas de connexion Internet. Mais sur le côté, tu as des bandes de couleurs qui sont paramétrables, c'est des DEL, donc ça peut se transformer en véritable sapin de Noël. Et c'est super cool. Littéralement, là, quand je l'ai posé, ma blonde a dit, ben là, on n'a pas besoin de sapin de Noël, on a ce qu'il faut, parce qu'on peut configurer l'éclairage avec des clignotements, des éclairs, des flashs. On a à l'avant, c'est un routeur, encore une fois, qui ressemble à un TIE Fighter là, de Star Wars, qui est très, très cool. J'imagine que ce sont des antennes qui sont maximisées, là, les exactement. Qui lèvent, puis tant qu'à avoir des antennes, puis avec le Wi-Fi, maintenant, tu as des déterminations de zones. Là. Tu peux cibler ton Wi-Fi pour optimiser. Former un beam en bon français. Former un beamforming, formation de faisceaux. On va essayer de faire ça. Devant, tu as des boutons qui sont super intéressants, parce que les routeurs modernes, là, c'est assez magique. Si vous avez une connexion qui est de haute performance, 1 gigabit et compagnie, votre routeur Wi-Fi probablement ne peut pas le rendre. Même si vous avez un routeur Wi-Fi 6. Avec le Wi-Fi 7, et c'est le cas de ce routeur-là, vous avez votre full gigabit partout dans la maison. Ça peut aller jusqu'à 10 gigabits si jamais vous l'avez. Ça transfère vraiment, vraiment le fun. Tu as devant un bouton qui permet d'optimiser le gaming. Et ça, c'est très, très cool. Si tu joues à un jeu, puis tu dis, OK, je veux optimiser mon gaming, la latence et compagnie pour avoir le maximum de performance, tu as juste à appuyer sur le petit bouton sur le devant, ça optimise ton gaming. Tu as aussi un bouton, ça c'est bien pratique, si tu es tanné de voir la lumière, tu peux tout simplement éteindre la lumière de ton routeur ici. Mais j'ai deux questions cool pour toi. Les gamers, ils se branchent encore avec un bon vieux câble réseau, mais ça, non? Oui, mais avec les performances comme ça, Wi-Fi 7, moi, j'en vois plus de différence. Hein. J'ai plus de latence, il n'y a plus de problème vraiment. L'affaire qui est cool, c'est que tu as à l'arrière un port USB. Puis encore une fois, dans la plupart des routeurs, tu le peux maintenant. Tu as la possibilité de le transformer en serveur de fichiers. Tu peux partager du stockage. Ben oui, donc, ça, c'est toujours extrêmement pratique. Tu mets une grosse clé USB derrière ou tu mets un disque dur qui traîne à quelque part, tu le branches derrière. C'est accessible partout dans la maison. Le truc qui est particulier, par exemple, c'est qu'il y a un ventilateur dedans. Fait que ça, c'est arrivé où j'étais dans la maison tranquille. D'un coup, j'entends... Ben, gadon. Fait que j'imagine que s'il fait trop chaud, ça se peut que le ventilateur se déclenche et certaines personnes peut-être de décoller tel un vaisseau spatial. Ici, ça c'est un petit truc que j'ai trouvé particulier. Encore une fois, c'est un routeur qui est tellement performant, on veut pas qu'il surchauffe. Fait qu'on veut s'assurer que c'est fonctionnel. C'est compatible avec les VPN. Ça, c'est un truc, encore une fois, on parlait de VPN tout à l'heure, c'est de plus en plus contrôlé, mais si jamais on peut installer dans son routeur un VPN, entre autres... OpenVPN. NordVPN, OpenVPN, NordVPN, Surfshark, quelque chose comme ça, il y en a quelques-uns qui sont disponibles, et
comme c'est dans son routeur, on peut choisir quels appareils vont être connectés directement à l'étranger. Fait que si par exemple, ben oui, ça c'est quelque chose, puis encore une fois, c'est quelque chose qui est dans plusieurs routeurs récents. Si vous mettez à jour votre routeur, ça peut valoir la peine. Et parlant de routeur, ce qui est vraiment pas pire, c'est que c'est compatible avec une fonction qui s'appelle, ici c'est Easy Mesh. Et j'ai été très agréablement surpris. Ça, encore une fois, c'est pas nouveau chez TP-Link, mais ça permet de prendre un vieux routeur que tu as. Là, j'ai le routeur Wi-Fi 7 de l'an passé. Il est pas ben vieux, mais je peux le transformer en satellite. Je peux le transformer en relais de mon routeur principal. Sans dégradation de la bande passante? Sans dégradation de la bande passante. Et ce qui m'a émerveillé, c'est que littéralement, moi, je me dis, OK, je prends mon après-midi, puis je transforme mon routeur en Easy Mesh. Ça a pris littéralement 1 minute et demie. Réinitialise ton modem qui est compatible Easy Mesh. On va le détecter. Est-ce que tu veux le transformer en relais pour ton réseau Wi-Fi? Oui, monsieur. Clique sur le bouton, ça transfère les coordonnées. Branche ton routeur, ton ancien routeur, dans un endroit où on peut relayer le signal, et voilà, tu as quelque chose de pas pire. Fait que si vous avez un routeur TP-Link qui existe, Wi-Fi 7, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, ou je sais pas, une génération précédente, vérifiez s'il est compatible avec Easy Mesh. Achetez-vous le nouveau routeur Easy Mesh, branchez-le, utilisez l'ancien routeur qui est probablement performant comme relais pour votre signal, puis vous allez avoir de l'Internet sur votre terrasse, sur votre balcon l'été. Et si vous avez un vieux routeur, allez pas prendre le 3 gigabits d'accès à Internet pour la maison. Il y aura un petit peu de gaspillage. C'est ça, mais c'est assez fantastique quand même d'avoir une couverture, là, 1 gigabit partout égale dans la maison. Je suis entièrement d'accord. Avec un seul routeur, avec un relais, ça permet d'aller chercher la connexion partout dans un endroit moins accessible, au fond du jardin, ainsi de suite. Le truc qui est particulier, je ne m'attendais pas à ça, c'est compatible avec Easy Mesh, mais TP-Link a aussi une autre technologie de connexion qui s'appelle One Mesh. C'est pas compatible. C'est pas compatible. Alors, TP-Link a 2 technologies de relais puis de synchronisation entre les routeurs, mais si vous avez un routeur TP-Link déco, c'est la technologie One Mesh. Vous ne pourrez pas ajouter un routeur Easy Mesh dessus. Est-ce qu'une mise à jour logicielle va faire de la magie un jour? Je sais pas, ça va être une grande nouvelle. C'est peut-être pas la même fréquence, la même bande de fréquence qui est partagée, qui est utilisée. C'est ça, parce que c'est quand même, ça utilise, quand on a des routeurs en réseau, c'est ça, il y a certains canaux qui sont réservés pour le transfert sans perte entre les deux routeurs pour que ça se connecte très très bien, pour pas qu'il y ait de diminution du signal, tandis qu'avec Easy Mesh, c'est peut-être encore une fois d'autres fréquences qui sont réservées avec un autre protocole. Est-ce qu'il est abordable, ce routeur? Il me semble extrêmement coûteux. Là, écoute, ça a baissé beaucoup. Et je suis content que tu poses la question. Le premier routeur Wi-Fi 7 que j'avais était, je crois, 1200. On est rendu à $600 pour et je vais le remontrer juste parce qu'il ressemble à un vaisseau de Star Wars ou de Battlestar Galactica. Écrivez-moi. Le Archer GE800 ou le BE 1900, TP-Link a une drôle de nomenclature pour ces trucs. Oui, ils ont 2 niveaux, puis ça vient mêlant vite. Ouais. Et c'est ça, est-ce que c'est le GE 800 ou le BE 1900 Triband Wi-Fi 7 Gaming Router? Bonne question. Ben oui, si vous faites du gaming, si vous avez envie de performance, comme je te dis, tu as tout à fait raison que la plupart des gamers vont utiliser un fil, pour être certain. Avec ça, tu en as moins besoin. Je pense qu'il y a beaucoup de gamers qui vont faire, pour le milliseconde, une milliseconde, c'est une milliseconde, mais il y a 4 ports à l'arrière, on peut vraiment le brancher comme ça. Autour de $600, je tournais autour du pot. C'est pas abusif, je trouve, pour un routeur. Encore une fois, un routeur, les gens ont l'impression que ça coûte $100, mais dans ce cas-ci, $600, tu as une bête qui est compatible avec les autres routeurs, vérifiez-le, compatible Easy Mesh. Et il n'y a pas que TP-Link, je crois, qu'il y a des routeurs Easy Mesh. Je vois qu'il y en a à partir de moins de $400 maintenant, des routeurs Wi-Fi 7. Je jette un coup d'œil, ça baisse beaucoup. Puis je pense que si vous avez une connexion gigabit et plus, là, ça fait vraiment une belle différence pour avoir votre gigabit partout dans la maison. J'allais dire, l'affaire, c'est ça, c'est que tu dis, enfin, Wi-Fi 7 va être bon pour durer comme standard Wi-Fi des années, mais là, on disait ça de Wi-Fi 6, ça a duré 1 an, on a dit ça de Wi-Fi 6E, on l'a à peine vu passer, et là, on est déjà rendu à Wi-Fi 7, donc si vous avez besoin d'extrêmement beaucoup de performance, c'est peut-être un achat à considérer, mais si vous pensez que ça va durer 10 ans, c'est le genre d'affaire que on le sait pas.
C'est ça. Puis Wi-Fi 7, ce que je trouve qui est intéressant, c'est non seulement la vitesse de connexion, mais aussi le nombre d'appareils qui peuvent être connectés. Puis Ouais. on s'en rend pas compte. Tu sais, je me souviens que Ça va ça peut vite. connecter jusqu'à 10 appareils en Wi-Fi. Ben, qui sait qu'il y a 10 appareils connectés à la maison? Maintenant, je suis tout seul chez moi, puis j'en ai 17. Tu sais, je suis tout seul, des fois j'en ai 20, 22 parce que j'ai mon téléphone, ma tablette, mon ordinateur, mes thermostats connectés, mon éclairage, tous les appareils que j'entre, la visite, les amis, les enfants. Ils game, ils jouent en même temps. Ça fait beaucoup, beaucoup d'appareils. Puis les routeurs Wi-Fi 7 ont cette capacité-là de gérer plusieurs appareils en même temps de façon beaucoup plus efficace. C'est pour ça qu'il y a un ventilateur dedans, ça chauffe là-dedans. C'est un ordinateur carrément. Là. Merci Pascal. Merci à toi. Prendre des notes pour la Wi-Fi 7. Je ne suis pas encore rendu là à la maison, mais ça sent. Ça fait une différence, Alain. Je devais aller assister au lancement, je l'ai raté, j'étais pris ailleurs de ces nouveaux appareils de Motorola, le Motorola Razr. En fait, l'affaire, c'est ça, c'est que Motorola a lancé 3 appareils, 3 téléphones pliables en même temps, le Razr Plus et le Razr Ultra. Ils ont fait le lancement à New York. Et quand ils ont présenté ensuite l'information de ce qui va être vendu par Motorola au Canada, il y en a seulement 2 qui traversent la frontière. Et juste parce que c'est bien assimilant, il y a le Razr de base qui va être vendu chez nous et le Razr Ultra qui va être vendu chez nous. Donc, ce sont les éditions 2025 du Razr. Parce qu'en 2024, il y avait le Razr tout court et le Razr Plus. Est-ce que je vous ai juste assez bien mêlé? Longue histoire courte, si vous cherchez un téléphone pliable et vous ne voulez pas payer une fortune, le Razr fait la job. Si vous cherchez le meilleur téléphone pliable sur le marché, c'est le Razr Ultra. Longue histoire courte, encore plus courte, 1000 $, 1900 $. C'est vraiment une énorme différence. Simple au double. Juste là. Exactement. Et pour la différence de prix, et c'est dur. Parce que, évidemment, le Razr Ultra, c'est le téléphone haut de gamme là, chez Motorola en ce moment, parce que c'est le summum de ce que peut offrir le fabricant. Mais à ce prix-là, écoute, c'est dur. Vas-y. Si je peux me permettre, tu as le Motorola Razr Ultra à 1900 $ qui a le processeur Snapdragon 8 là, c'est ça, Elite, exact. la il est super bête des processeurs. l'Ultra, effectivement. Voilà. C'est juste, si vous avez vraiment trop d'argent, n'hésitez pas, l'Ultra est le meilleur des deux par beaucoup parce que, juste au niveau du processeur, tu le dis, c'est le Snapdragon 8 Elite. C'est la première fois que Motorola va aussi haut dans la gamme de processeurs de Qualcomm pour s'équiper sur ses propres téléphones, alors que sur le Razr de base, c'est un processeur Mediatek qui est bien correct, mais c'est une autre génération de technologie. C'est du 4 nanomètres, même pas du 3. Dimension 7400X. Donc, c'est vraiment un processeur extrêmement milieu de gamme. Et dans les deux cas, on vante les mérites de Moto AI, qui est la suite d'outils d'intelligence artificielle que Motorola veut absolument vous présenter, en plus de Gemini Live et de Gemini, qui sont les outils de Google, qui sont intégrés à Android. Bref, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent comme ça, qui sont inclus sur les deux. Mais effectivement, ça va un petit peu plus vite sur le Razr Ultra. Je vais compléter sur la fiche technique parce qu'il y a quand même plusieurs petites, très fines nuances. Beaucoup, c'est subtil, mais c'est quand même pour l'utilisateur qui veut de la performance. Tout est supérieur dans le Ultra. Ultra. L'autre est entrée de moyenne gamme, milieu de gamme, parce que c'est quand même pas un téléphone. Par un téléphone refamé. Je veux juste dire un truc en partant. On a solidifié la charnière et ça paraît. Au niveau de l'opération, quand on l'ouvre et qu'on le referme, dans les deux cas, on a un téléphone de qualité. On est loin des premières générations de ces écrans pliables-là on avait l'impression que ça allait casser à tout moment. Là, on a un écran qui a encore une très légère embossure quand on le regarde de côté, mais de face, on ne la voit plus. Donc, on a vraiment raffiné la technologie et le repli, la charnière et tout ça. Écran de 4 pouces externe sur le Ultra qui descend à 3,6 pouces. Sur le Razr de base, on voit le petit contour et on voit évidemment l'espèce de bande sur l'Ultra tout court là, qui réduit la taille de l'appareil. Ça vient avec, ce sont des écrans tactiles. Il y a des applications très spécifiques qu'on peut utiliser sur l'écran, mais pas beaucoup. C'est extrêmement limité et c'est limité par Motorola, pas par l'utilisateur qui dit je veux juste ces 4-là. Vous pouvez choisir lesquels vous voulez voir s'afficher, mais c'est parmi une liste très réduite d'applications conçues pour un petit écran comme ça.
de façon refermée, évidemment. L'idée, c'est qu'on l'ouvre pour l'utiliser. Il y a vraiment cette notion de, on se rappelle des poignées Razer qui étaient pliables, Et pour ceux qui et nous donc ça limite écoutent, l'usage. et pour ceux qui nous écoutent Oui, seulement, c'est un téléphone, le Razer, qui s'ouvre comme un flip phone, comme les bons c'est un vieux téléphone à téléphones à rabat, oui, comme poche, dans le temps, téléphone à effectivement. rabat, qui se déploie pas comme un livre, il s'ouvre comme un téléphone flip, mais Exact. avec la technologie moderne, un écran pleine grandeur quand on le déploie, et un écran extérieur aussi. Donc, on n'a même pas des fois Exactement. besoin de le déployer pour l'utiliser, pour Il y a deux décocher, écrans, tu as répondre au absolument raison. téléphone, ainsi de suite. Il y a des caméras. Dans les deux cas, il y a deux caméras à l'extérieur sur l'écran externe qui font, bon, évidemment, deux encoches, forcément, Ouais. dans l'image, mais qui servent aussi à faire refermer ou ouvert, parce qu'on peut l'ouvrir juste à moitié pour en faire une espèce de petit appareil qui se tient. J'ai vu des gens le tenir à la verticale, à l'horizontale, c'est-à-dire comme ça, refermé pour faire comme un caméscope. Dans le temps, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque Pas chose. mal, ben Comme oui. une prise Ben originale, oui. parce qu'on a à ce moment-là la moitié de l'écran qui sert de viseur et on peut le tenir avec l'autre Ben moitié oui. d'une façon très, très stable. Dans les deux cas, donc, on peut le faire. Évidemment, il y a moins de pixels sur le Razer de base. On parle d'une caméra qui fait 32 mégapixels, alors que c'est 50 mégapixels du côté du Razer Ultra. Le Ultra a aussi un grand angle de 50 pixels qui fait très bien. Et il y a en plus, à l'intérieur, quand on l'ouvre, une caméra pour égo-portrait. Mais on peut se demander à quoi ça sert si celles de l'extérieur font toute la job. Ben oui, on peut Ça, c'est faire une un question qui se égo-portrait pose. en se voyant dans l'écran avec Ben la voilà. caméra principale, carrément. C'est vraiment la génération des égo-portraits parce qu'on se voit tout le temps sur cet appareil-là. C'est pas un problème. Je parlais des processeurs tantôt, ça vient avec 16 Go du côté du Snapdragon, 8 Go de mémoire vive du côté du Mediatek. Donc, on voit là effectivement que le Ultra a un petit peu plus relevé en termes de capacité technique. Ça va jusqu'à 1 Teraoctet de stockage pour le Ultra d'ailleurs, et ça se limite à 256 Go pour le Razer de base. Donc, juste là, c'est une grosse différence aussi. À peu près presque la même batterie dans les deux cas, 4700 mAh pour le Ultra, 4500 pour le Razer de base. Donc, vous comprenez comment on a fait pour arriver avec un appareil qui coûte moins cher en termes de fiches techniques du côté du Razer tout court. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine de doubler le prix pour avoir un Ultra? Au niveau de l'application, au niveau applicatif, on va parler beaucoup chez Motorola de Moto AI qui permet, même en étant refermé comme ça, d'effectuer certaines actions. Vous résumez vocalement des messages, une série d'alertes, chercher de l'information, rapatrier de l'information. Le problème, c'est que Moto AI, qui était en bêta jusqu'à il y a quelques semaines, n'est pas disponible en français. Donc, les phrases clés sont en anglais ou en espagnol ou en portugais. Ça vous permet de pratiquer une autre langue, mais c'est pas en français. Et je vais vous dire, au quotidien, c'est extrêmement frustrant parce que, sérieusement, pourquoi? C'est super facile de franciser ou de multilinguer. C'est quoi le terme? Oui, ben oui, de surtout traduire avec ces l'intelligence applications-là artificielle. Fait que c'est un petit peu fâchant. Pour tout le reste, c'est Android 15, donc c'est une belle suite logicielle applicative. On le sait, Android, c'est quand même un logiciel qui a beaucoup pris de galons dans les dernières générations et qui va forcément durer de bonnes années. Je ne sais pas à quel point le Razer de base va être durable. Historiquement, les processeurs Mediatek vieillissent assez rapidement, surtout quand on leur ajoute des fonctions d'intelligence artificielle qui sont extrêmement exigeantes en termes de performance, mais je vous dirais, et c'est un peu le bémol, ce sont de super beaux téléphones. Si vous êtes pressé d'avoir un téléphone pliable, très lifestyle, la finition, le Ultra a une finition en bois, il y a une finition en cuir Alcantara, puis il y a une autre truc dont j'oublie, je sais pas, une espèce d'imitation de marbre ou je sais pas quoi. C'est vraiment beau. Et le bois, sur la finition en bois, c'est un bois certifié. C'est du vrai de vrai bois, mais récupéré de façon responsable et qui va se patiner, j'imagine, qui va avoir avec l'usure et les manipulations. À mesure, oui, exactement. C'est beau, ça. Et je disais tantôt, il y avait un Razer X il y a quelques années, il y a plus d'une dizaine d'années, qui était vendu avec un endos en bois, mais c'était du bambou. Puis ils l'ont fait ensuite, mais c'est devenu des étuis, des coques qu'on mettait par-dessus en faux bois, et c'était devenu super cheap et plate. Mais là, on sent un retour des matériaux comme ça. Matériaux nobles. Dire que ce téléphone est fait de matériaux nobles. C'est ça. Voilà, on a le même matériau noble. L'Ultra a aussi un boîtier en titane et il est, selon le cas, coloré, teinté pour fitter avec l'endos. Donc, si vous voulez flasher votre téléphone, sérieusement, juste pour le lifestyle, la partie de lifestyle, dire « Ah, je peux me permettre un téléphone à 2000$, checkez-le. » C'est vraiment un des plus beaux téléphones sur le marché. Il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce que c'est un des plus utiles? Ça, c'est une autre conversation. Évidemment, il faut voir à quel point vous avez besoin d'outils d'intelligence artificielle, mais si vous n'avez pas le goût de parler anglais, il y a Gemini qui parle en français et qui fait
évidemment, toutes les fonctions de base d'Android 15, donc encercler pour chercher, retouche photo, tout ça, ça se fait à travers les outils de Google, donc Moto AI qui, par ailleurs, très bien. Un truc que je vais dire, et je vais finir un peu là-dessus, parce que je ne veux pas m'éterniser, mais Motorola, au fil des années, a toujours su intégrer une interface gestuelle plus évoluée que les fabricants d'autres produits similaires. Pour ouvrir la caméra, pour ouvrir la lampe de poche. Ils continuent d'explorer la gestuelle. Il y a 5 ou 6 gestes qu'on peut faire pour activer certaines fonctions et ils nous permettent de paramétrer ça ensuite pour nos propres usages. Donc, on peut choisir l'application de son choix pour la gestuelle de son choix. Et si j'étais un fabricant de téléphone comme Motorola, j'insisterais pas mal plus là-dessus que sur l'application d'intelligence artificielle parce que tout le monde a les mêmes applications. Mais il n'y a que Motorola qui a cette gestuelle-là. Et cette année, il n'y a que Motorola qui a un téléphone pliable aussi chic. Samsung a de la pression, je vais vous le dire comme ça. Évidemment, Samsung peut probablement faire le même téléphone pour la moitié du prix, mais ça, c'est une autre conversation. Mais si vous êtes pressé d'avoir un nouveau téléphone, si vous voulez un téléphone qui flash et qui paraît bien et qui va probablement durer quand même un bon 5-6 ans, le Razer Ultra fait la job. Si vous n'avez pas les moyens, si vous voulez un téléphone pliable à tout coup, le Razer tout court, mais l'expérience risque de varier. Le Razer a quand même une belle finition aussi, mais c'est plus plastifié, c'est plus évidemment entrée de gamme. Mais ils ont réussi à texturer le boîtier pour le rendre quand même assez séduisant. Donc, beaucoup d'esthétisme de ce côté-là cette année. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'un téléphone qui se plie comme ça prend pas de place dans une poche. On dirait que les téléphones qui s'agrandissent, moi je trouve que c'est un gros avantage, mais l'été, quand tu es en short, puis tu as une énorme bosse de ton téléphone de 6,8 pouces de diagonale, Alain, va-t'en pas là. Quand t'as la bosse, t'as des shorts et puis c'est toi qui parles là. C'est ça. Donc là, t'as ton téléphone pliable dans ta poche, ça prend pas de place, facile à transporter, tu peux le mettre dans ta poche de chemise, c'est confortable, et quand t'en as besoin, tu le déploies. Moi qui écoute beaucoup mon téléphone sans le déployer, on a un peu le meilleur des deux mondes. Motorola a un petit peu volé l'idée de OnePlus. Il y a un film protecteur installé d'office sur l'écran qui évite justement... Parce que le gros défaut des téléphones pliables comme celui-là, c'est quand on le replie et qu'on oublie qu'il y a de la poussière, ça peut graffiner. J'en ai essayé quelques-uns au fil du temps et je pense que j'ai plus de téléphones graffinés que pas. À cause de... Vous le mettez dans votre poche, il y a des affaires qui traînent dans votre poche, ça vient rentrer dans l'interstice, ça vient graffiner l'écran. Et là, le petit film protecteur installé d'usine fait une belle différence parce que ça va éviter justement d'endommager l'écran de façon non désirée. Je ne sais pas qui voudrait le graffiner, mais même si vous voulez le graffiner, ça va le protéger. Par contre, l'écran externe, qui est quand même du Gorilla Glass, donc qui est quand même assez durable, lui, il risque de nécessiter une certaine protection. Si vous voulez que ça dure. C'est pas évident. Motorola Razr, des beaux téléphones, un peu cher. En gros, j'ai hâte d'en faire l'essai à plus long terme. Je pense que pour l'été, là, ça va peut-être être un téléphone que je vais privilégier parce qu'il est plus compact, parce que ça flash un peu. Puis je pense qu'à 1 000 $, t'as quand même une bonne valeur. T'as quand même une bonne valeur pour quelqu'un qui s'en sert surtout comme téléphone, comme lecteur de musique. T'as raison que l'autonomie au niveau de la puissance du processeur va peut-être t'amener moins de mise à jour et moins de confort d'utilisation dans quelques années, mais à 1 000 $, on est rendu pas cher dans un beau téléphone. Puis, il faut dire, Motorola aussi, mettre moins de logiciels, d'applications inutiles. Il n'est pas chargé de Microsoft, la suite d'un, la suite de l'autre. C'est minimum de ce côté-là aussi. Puis l'interface aussi est assez minimaliste. Donc, si vous aimez les choses simples, ça en est un. Mais de toute façon, le téléphone à 1 000 $, c'est rendu banal aujourd'hui. Donc, c'est sûr que c'est un autre élément. Ouais. Bref. Alain, un autre épisode extraordinaire d'une tasse de tech. Merci à TELUS, merci à Plan Hub, merci à C2. C2, moi je vais être là le 20. Serrez-moi la main pour vrai. Interrompez-moi pendant le podcast, il n'y a pas de problème. Planet Hoster qui est là avec nous. mssolution.ca, mssolution.ca, solution avec un S. Cliquez sur le lien dans notre vidéo. Ça va nous aider à faire durer ce podcast et faire durer ce partenariat. Cogeco Média pour la mise en onde. N'hésitez pas. PascalForget.com pour me suivre. Je mets des critiques de produits avec des détails et tout. Alain McKenna, on peut te suivre entre autres dans la presse, dans la balado de voitures. Ça tient la route. On parle beaucoup d'auto ces jours-ci aussi. Oui, voilà. Ça n'arrête pas, effectivement. Allez voir ça à côté, juste là, sur le site web de votre station Cogeco préférée. On parle de char et je vais finir là-dessus parce qu'on pourrait parler encore une fois bien longtemps de ces choses-là. On a fait une émission en vidéo de Ça tient la route cette semaine. C'est une grosse nouveauté. Ça se peut que bientôt, vous verrez ma face 2 fois. Je ne sais pas à quel point c'est une bonne nouvelle.
Mais ça vous donne une idée à quel point une tasse de tech est en avant de tout le monde dans, dans ce virage en voiture. multiplateforme. Vous faites, il y a des plein de podcasts où le monde sont en voiture, puis ils jasent en parlant. Puis... Non? Ben, ça amène absolument rien à l'expérience, à l'information. Ça va juste compliquer parce que tu penses à 3 affaires en même temps. Karaoké en char, là, c'est une grosse affaire quand même. Mais Jerry Seinfeld l'a fait. C'est tout. Comedians in cars having coffee, quelque chose Getting comme ça. coffee, ouais, exactement. On s'en va pas là. Non, on s'en va pas là, mais on s'en va quand même prendre un café. C'est ce que je m'en vais faire de ce pas. Donc, prenez soin de vous, tout le monde. On se reparle la semaine prochaine. Vous allez peut-être parler à Pascal plus vite que moi, à C2 Montréal. Mais sinon, on se revoit la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde.